Alors, on arrive au dernier segment de notre journée où on va parler de dialogue social et d'âge de la retraite. On va essayer de faire ça avant que je perde complètement la voix. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Alors, au Québec, quand on parle de dialogue social sur les questions de retraite, eh bien, on doit dire que ça se passe essentiellement entre Retraite Québec et Retraite Québec, ou entre Retraite Québec et le ministre des Finances. Il y a parfois quelques petites exceptions, comme les commissions parlementaires, puis on va dire, comme disait le secrétaire général, bien, il y a des commissions parlementaires parce que le ministre il est obligé de tenir une commission parlementaire. Et généralement, quand il y a des commissions parlementaires, il y a seulement quelques groupes seulement qui sont invités. Ce n'est pas tout le monde. Il y a beaucoup de groupes qui aimeraient se présenter en commission parlementaire qui ne peuvent pas le faire. Donc, quand ces fameuses commissions parlementaires ont lieu, comme on a vu récemment sur l'âge de la retraite, bien, on peut voir à quel point il y a un appétit pour la concertation puis l'échange de points de vue. On en a eu un bel exemple récemment en commission parlementaire où le ministre des Finances était certain que d'augmenter l'âge de la retraite, d'admissibilité au régime de rente du Québec, bien que ce serait une mesure populaire. Il a dû se rendre compte que non. Non, le Québec n'était pas en faveur de ça. Même le Conseil du patronat n'était pas pour ça. Ça met en lumière à quel point la concertation entre le ministre et Retraite Québec ne fonctionne pas. Donc, on peut faire mieux au Québec qu'attendre les commissions parlementaires pour consulter la population et les experts sur les mesures qui devraient être mises de l'avant pour assurer une vie décente aux retraités d'aujourd'hui et les retraités de demain. Pour animer ce dernier segment de la journée, on a avec nous encore une fois un habitué du séminaire qui est François L'Italien. François est professeur associé à l'Université Laval. Il est directeur adjoint de l'IREC, Institut de recherche économique contemporain, et, en ce qui me concerne, il est surtout le coordonnateur de l'Observatoire de la retraite. À ce titre-là, puis je peux en témoigner, François travaille fort pour fédérer les positions des différents groupes de la société civile pour que les positions politiques répondent réellement aux besoins de la population en matière de retraite. Alors, François, je te cède la parole pour parler de dialogue social et animer cet échange sur l'âge de la retraite. Merci, Marie-Josée. Bonjour tout le monde. Oui, je commence à être un habitué après 4 éditions, je pense qu'on peut dire ça. C'est quasiment une carte là, chez Tim Hortons. Il n'y en a pas chez Tim Hortons pour un café gratuit. J'ai accepté avec grand plaisir l'invitation de l'équipe du séminaire à venir animer le panel sur l'âge de la retraite et la prolongation de la vie active, parce que c'est un enjeu qu'on ne peut pas simplement dire de l'heure. Je pense que c'est un enjeu qui va rester encore longtemps, étant donné la structure de la population active. On le sait, là, la population active vieillit. Et c'est une préoccupation de solidarité sociale autant que d'économie qui va perdurer. Donc, j'ai accepté à ce titre-là. Puis, Marie-Josée et Marc m'ont aussi demandé de dire 2 mots sur le dialogue social qui a été très, très bien introduit par Marie-Josée. Donc, je vais commencer avec ça. Sur le dialogue social, parce que souvent, on en entend parler de façon un peu galvaudée. Et à l'Observatoire de la retraite, dont fait partie notamment la FTQ, vous savez que l'Observatoire en existe depuis 8 ans. Toutes les grandes centrales syndicales sont avec nous. On a les grandes associations de retraités, on a la FADOC, Force Jeunesse, le régime de retraite des groupes communautaires et de femmes. Les 2 fonds de travailleurs sont là, le Fonds de solidarité et Fonds d'action. Bref, on commence à ratisser assez large. En fait, à l'Observatoire, on peut dire qu'en ce moment, on est d'une certaine façon le parapluie, un organisme parapluie, pas sur le plan politique, mais sur le plan de la recherche et de la réflexion économique et politique de la plupart des participants au Québec. Les participants, c'est aussi bien participants et participantes retraités qu'actifs. Donc, lorsque l'Observatoire, on discute d'un enjeu, on commence à devenir incontournable face à ce qui est de l'autre côté.
c'est-à-dire une expertise très conventionnelle sur la retraite qui laisse souvent très, très peu de place au point de vue des participants. Donc, le dialogue social, en gros, à l'Observatoire et chez nos partenaires, ce que ça signifie, le dialogue social, en gros, c'est la concertation. La concertation sur deux grands enjeux ou deux grands domaines. La concertation sur les définitions de situation. Comment on lit les enjeux et les problèmes. Quel type de connaissances et d'informations on va réunir pour faire le tour d'une situation. Puis, vous le savez, sur la question de la retraite, comme sur d'autres choses, bien souvent, c'est les experts, souvent mainstream, qui vont informer de manière dominante le législateur en faisant passer le paradigme, souvent dominant, qui va se traduire par des législations ou des réglementations. La loi 15, c'est une des manifestations de ça. Donc, dans la définition de situation, c'est important de s'entendre sur comment on lit un enjeu, comment on lit un problème. Pas simplement d'avoir, oui, les expertises actuarielles dans le cas de la retraite, mais aussi avoir le point de vue des travailleurs expérimentés, d'avoir le point de vue des groupes de femmes, d'avoir le point de vue des travailleurs qui ont des travaux, qui sont dans les emplois pénibles, de connaître aussi c'est quoi la situation actuelle de personnes qui arrêtent de travailler un temps pour retourner sur le marché du travail. Bref, plusieurs situations pour qu'on sache de quoi on parle véritablement. Et concertation, pas simplement pour la définition de la situation, mais pour trouver des solutions. Trouver des solutions qui vont nous ressembler, qui vont être des arbitrages entre différents points de vue, différentes façons de voir le problème, puis de se projeter sur les 25, 30, 50 prochaines années. Donc, dans les deux cas, concertation sur la définition de situation comme sur des propositions de solutions, on est d'accord, on n'est pas ici au ras des pâquerettes, on est là où les décisions peuvent jouer un rôle sur l'avenir. On est là où les décisions se prennent sur l'avenir. Donc, dialogue social signifie prendre part aux discussions qui concernent notre avenir collectif. Puis je précise quelque chose tout de suite, ça n'exclut pas le désaccord, ça n'exclut pas le fait que les partenaires autour d'une table défendent parfois des agendas aux antipodes. Ça n'empêche pas qu'il y ait des manifestations, ça n'empêche pas qu'il y ait des approches plus compatibles, c'est plutôt qu'est-ce qu'on a en commun avec toute une série de parties prenantes pour avancer le plus loin possible que l'on peut pour améliorer la situation du plus grand nombre. Il se trouve qu'au Québec, le dialogue social, on est chanceux quand on se compare, comme dit l'adage, quand on se compare au Canada ou même dans la plupart des États américains, on a un héritage économique et politique qui a mis le dialogue social au cœur des politiques publiques pendant 30 ans, au moins. Des années 70 au début des années 2000, il y a un vecteur très important de dialogue social qui a traversé l'appareil d'État, qui était défendu par, j'ai envie de dire, aussi bien les syndicats que par le Conseil du patronat, qui, aujourd'hui, ça nous apparaît peut-être un peu étrange de le dire, mais qui reconnaissait l'importance d'avoir différentes parties prenantes autour de la table pour éviter les mauvaises surprises, les conflits de travail, les conflits sociaux, les blocages, etc. Donc, pendant 30 ans, on a innové au Québec en ayant toute une série d'institutions, d'instances tripartites, souvent, donc État, employeurs, syndicats, pour définir des politiques publiques dans le travail, l'éducation, la santé. Vous le savez, on en a, juste sur le travail, il y en a quand même pas mal. Ça a été un des lieux où l'approche du dialogue social a été la plus féconde, la plus puissante. Par exemple, le Conseil consultatif sur le travail et la main-d'œuvre, c'est une des manifestations de ça. Les conférences socio-économiques des années 70 et 80, toutes les tables multipartites qui existent dans l'appareil d'État pour concilier des approches qui sont souvent antagonistes, c'est un héritage de ça. Puis il se trouve qu'à partir des années 2000, ça a commencé à être mis en question solidement, de façon assez frontale, par quelque chose qu'on n'entend plus beaucoup parler, qui s'appelle le néolibéralisme,
qui est une idéologie économique qui a été un véritable rouleau compresseur. Je ne vous referai pas cette histoire-là, vous la connaissez. Mais bref, pour le néolibéralisme, le dialogue social, c'était de trop, parce que c'était une forme de démocratie économique il y avait trop de monde autour de la même table. Donc, on a remis en cause cette approche-là, mais il reste quand même comme je le disais, des beaux restes sur lesquels on peut miser au Québec pour repartir la machine, puis éviter que des catastrophes, comme je l'ai nommé la loi 15, mais aussi, par exemple, la loi 4. La loi 4, on a moins parlé. C'est une loi qui a été adoptée en 2022, où on a réformé la gouvernance des sociétés d'État, dont les conseils d'administration, par exemple Retraite Québec, les conseils d'administration avaient l'objectif de représenter les intérêts des différentes parties prenantes. Or, cette loi-là, en 2022, a retiré 2 sièges aux travailleurs autour de la table du conseil d'administration au profit d'administrateurs indépendants. Évidemment, quand on regarde la biographie puis le CV des administrateurs indépendants, on peut questionner l'indépendance des administrateurs indépendants. C'est une autre question. Mais il reste quand même qu'il y a des sociétés d'État qui témoignent de cette époque-là. En matière de retraite, sur le dialogue social, l'introduction ironique de Marie-Josée le dit un peu, il n'y a rien. C'est pas mêlant. Il n'y a pas de CCTM, il n'y a pas de table multipartite sur laquelle les partenaires de la retraite pourraient s'entendre. Pour l'instant, il y a Retraite Québec, qui n'est absolument pas fabriqué sur le modèle du dialogue social. Retraite Québec en fait, concilie différents mandats, parfois contradictoires, ou on va le dire difficilement compatibles, parfois. C'est un administrateur, un régulateur, parce que c'est lui qui veille à l'application de la loi RCR. C'est un conseiller, il conseille le ministre, le ministère des Finances. Il fait aussi de l'expertise, il développe des informations et des connaissances sur la retraite. Il fait de la promotion de l'épargne retraite individuelle, mais il ne fait pas de dialogue social. Son objectif, ce n'est pas de réunir différentes parties prenantes pour se dire, en amont des problèmes, en amont des enjeux, peut-on trouver des voies de passage pour que tout le monde, quelque part, y trouve son compte? Il y a le ministère des Finances. Le ministère des Finances, ce n'est pas plus sa job. Parenthèse, vous savez que ça fait 6 ans que Retraite Québec existe. Retraite Québec est maintenant sous la responsabilité du ministère des Finances. Auparavant, la Régie des rentes du Québec était sous la responsabilité du ministère du Travail. En changeant de responsabilité ministérielle, Retraite Québec a adopté l'approche du ministère des Finances plutôt que celle du ministère du Travail. Donc, on est encore plus éloigné du dialogue social au ministère des Finances qu'au ministère du Travail. Fait que pour faire face à ça, à l'Observatoire et au sein de nos rangs, donc chez nos partenaires, on a travaillé à une proposition de politique publique pour relancer la machine du dialogue social, mais sur la retraite spécifiquement. Et donc, depuis 2 ans, on travaille à l'Observatoire à la création d'un conseil des partenaires de la retraite qui aurait comme mandat de réunir autour d'une même table des parties prenantes de différents secteurs de la société qui ont un intérêt à la retraite, puis disons-le tout de suite, tout le monde passe par là. Donc, ça veut dire, c'est un beau défi de réunir tout ce beau monde-là autour d'une même table, mais on peut trouver un chemin pour qu'on soit tous autour d'une table ronde, tous et toutes autour d'une table ronde. On a commencé à définir un peu plus de quoi aurait l'air ce Conseil des partenaires de la retraite-là. Ce sur quoi on est tombé d'accord assez facilement, c'est qu'il nous faudrait quelque chose qui ressemble au Conseil du statut de la femme ou au Conseil supérieur de l'éducation, en ce qu'il serait un conseil, un organisme public autonome. Puis là, je souligne, je mets ça en italique, caractère 25, autonome. Ce serait un organisme comme le Conseil du statut de la femme ou le Conseil supérieur de l'éducation qui a sa régie interne, son autonomie de délibération, son agenda propre, qui a des comptes à rendre, oui, au ministère, mais aussi à l'Assemblée nationale et à la société québécoise.
Société québécoise. Donc ça, c'est pour nous une ligne rouge à mettre au sol. Si jamais on va vers la création d'un tel conseil, ça doit être clair lors de sa mise en place qu'il n'est pas une antichambre de Retraite Québec ou du ministère des Finances. Admettons que ce soit le ministère des Finances qui soit le ministère responsable. Il y aurait ce conseil-là un mandat de conseil auprès du gouvernement en place, donc auprès de l'exécutif, évidemment, mais aussi de l'Assemblée nationale. Vous savez, lors de la dernière consultation qui a eu lieu en février, le Conseil du statut de la femme est intervenu en commission parlementaire pour parler de retraite. Ça veut dire que le Conseil a l'autonomie nécessaire pour pouvoir faire des représentations à l'Assemblée nationale pour dire, pour les femmes au Québec, pas toutes, mais pour le Conseil du statut de la femme, la retraite, ça veut dire ça, ça et ça. Donc, ça joue une sorte de rôle de contre-pouvoir pour minimalement éclairer les décisions du législateur et des législateurs sur des questions d'intérêt général. Donc, le mandat de conseil, pour nous, ça devrait être son principal mandat. Une capacité à commander ou à réaliser par lui-même des études sur des sujets précis qui sont relatifs à la retraite. On travaille fort pour que Retraite Québec partage davantage l'information disponible pour mieux connaître la situation des retraités au Québec, parce qu'on ne peut pas agir sur une situation si on ne la connaît pas. Et ça, je vous dirais, ce n'est pas évident. Nous, on aimerait beaucoup que le Conseil puisse développer des connaissances, d'informations sur la retraite, puis qu'on puisse la diffuser pour que différents groupes puissent prendre des positions éclairées sur la situation de la retraite et contribuer à l'élaboration d'une politique de la retraite. C'est quoi ça en français? Une politique de la retraite, une politique nationale de la retraite. En fait, au Québec, il n'y a pas de politique de la retraite. Il y a des mesures qui concernent la retraite, il y a des lois qui concernent la retraite, mais il n'y a pas de politique intégrée qui concerne la retraite, ce qui condamne le gouvernement à improviser sur un mode mixte lorsque vient le temps de faire des lois qui concernent des régimes. Et ça, ce n'est pas une bonne idée, parce que c'est souvent des crises qui vont motiver le gouvernement à agir. Puis en période de crise, l'objectif, c'est de mettre un plaster sur le bobo, point à la ligne. Donc l'idée d'une politique nationale de la retraite, ce serait de voir à l'avance les grands enjeux qui sont présents puis qui s'en viennent pour se préparer à absorber des chocs, puis à avoir une politique qui n'est pas de réaction ou de bricolage. C'est une politique, j'ai envie de dire, de société, de solidarité sociale autour de la retraite. Ça chemine très bien, cette proposition-là. Même un peu trop vite, je trouve, mais ça... on a lancé pour une première fois cette proposition-là lors du sommet que l'Observatoire organisait l'automne dernier. On a organisé un sommet à Boucherville. Un premier sommet de l'histoire du Québec sur la retraite. Ça ne s'invente pas. Donc, on a présenté une première fois cette proposition-là. Votre congrès a adopté la proposition de la création d'un conseil des partenaires de la retraite. On était très contents de savoir ça à l'Observatoire. Ça a même galvanisé les troupes. Lors de la consultation publique sur le RRQ, la FTQ, mais aussi d'autres partenaires de l'Observatoire ont intégré dans leur mémoire, aux fins du ministère des Finances, la création d'un tel conseil. Donc, c'était une proposition secondaire, mais importante. Et on a eu une très, très bonne surprise, c'est que suite à ces consultations publiques-là, il y a eu 3 recommandations votées ou recommandées à l'unanimité par les membres de la Commission des finances publiques, qui chapeautaient la consultation sur le RRQ. Puis une des 3 propositions qui ont fait l'unanimité, c'est la création d'un conseil des partenaires de la retraite. Fait que là, on s'est dit, il y a quelque chose là, il y a quelque chose dans l'air. On n'a même pas eu besoin d'approfondir la proposition pour que les parlementaires, même du gouvernement, jugent que c'était une bonne idée. Donc, ça nous donne comme signal qu'on a touché quelque chose de sensible, on a touché quelque chose qui est porteur pour la suite des choses. On a tenu, pas plus tard que ce mois-ci, au début du mois, un forum avec les partenaires de l'Observatoire pour mieux définir cette proposition-là, pour aller un peu plus loin dans le détail
un peu plus dans le fine-tuning. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un conseil des partenaires? Puis je vous l'annonce tout de suite, on va lancer un document issu de ces échanges-là dans 2 semaines. Donc, on va avoir, probablement que vous aurez, comme vous êtes membre de l'Observatoire par le biais de Marie-Josée et Marc, peut-être l'exclusivité de ce document-là. Je vous dis peut-être parce que je n'en ai pas parlé à ma gang. Donc, les prochaines étapes, en fait, nous, à partir de ça, à partir de ces réalisations-là, puis du cheminement, ce qu'on veut, c'est faire avancer, faire migrer cette proposition-là vers la législation. On ne se fait pas d'idées. On sait que la création de nouvelles institutions, ça prend des années. Il y a un momentum qui est ouvert, mais ce n'est pas garant que ça va se faire en l'espace de 2-3 semaines ou en 3 tours de cuillère à peau. Vous savez, la Caisse de dépôt et de placement, elle a été pensée dans les colonnes de la Revue de l'Action nationale en 1935, puis on l'a créée 31 ans plus tard. Je ne veux pas dire que ça va prendre 30 ans avec un conseil des partenaires de la retraite existe, mais il faut se donner aussi un petit peu de marge de manœuvre. Donc, les prochaines étapes, des rencontres avec des gens du ministère. On a une rencontre de prévue avec Retraite Québec pour présenter un peu mieux la proposition. Puis, on espère que ça va cheminer rapidement, aussi bien dans l'espace public élargi que chez les parlementaires. Alors voilà. Puis, je voulais terminer en disant que ce n'est pas une panacée. Parce que souvent, on s'est fait dire « Ouais, mais à coup que le Conseil des partenaires commence à dire des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. » C'est évident. Le Conseil du statut de la femme dit des choses auxquelles toutes les femmes du Québec ne sont pas d'accord. La question, c'est est-ce qu'on laisse encore Retraite Québec et le ministère des Finances décider de l'agenda législatif concernant la retraite, primo, et est-ce qu'on se donne davantage d'emprise sur l'avenir de cette institution-là, alors qu'en ce moment, il n'y a pas de pogne, il n'y a pas de levier pour pouvoir agir de façon structurante. Fait que ce n'est pas une panacée, mais c'est une institution de plus pour compléter notre modèle de dialogue social. Voilà. Alors,